Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Le forum de la presse de ce vendredi 13 mars 2015 sera animé par 3 journalistes. Bertin Dakuo, Info Matin, Hassan Kone Notre Nation.com et Alousseni Aladji qui est directeur de la radio Djamana de Tombouctou. Sur quoi vont porter les échanges, prioritairement sur 3 sujets. La réunion des leaders des mouvements rebelles, des chefs traditionnels et de la société civile à Kidal. Une rencontre initiée pour, dit-on, savoir quelle suite donner au préaccord d'Alger. Il y aura l'attentat terroriste qui a fait 5 morts et une dizaine de blessés au restaurant La Terrasse et la prestation des Aiglons, les Aiglons qui sont à Dakar pour la CAN Junior de cette année. Merci à nos invités, à vous, auditrices auditeurs, bienvenue. Tous les regards sont tournés vers Kidal depuis quelques jours, tout particulièrement celui des observateurs que vous êtes. Et quels sont, selon vous, les enjeux de cette réunion à Kidal qui réunit donc les chefs rebelles, la société civile et les chefs traditionnels? Nous allons commencer par poser la question à monsieur, disons, au directeur de la radio Djamana, Alousseni Aladji. Bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. Alors, Monsieur Fomba, les enjeux quand même de cette réunion, c'est quand même de consulter la base comme le MNLA AICA, en tout cas la coordination des mouvements armés même l'a dit. En fait, moi je pense que cette réunion, elle n'a pas sa raison d'être. Elle n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que la coordination des mouvements armés prétend parler au nom des populations dites de l'Azawad, qui d'ailleurs, le nord du Mali, une grande partie ne reconnaît pas, certes, ces mouvements qui prétendent quand même les représenter. Mais aujourd'hui, je pense que si le MNLA, le HCA et autres sont partis à Alger pour représenter les populations du nord, ils ont pris les armes en 2012 au nom de ces populations. Les autres mouvements, le gouvernement malien a signé quand même le document de préaccord. Je pense que le MNLA doit signer cet accord. Dire que le MNLA la coordination des mouvements armés doit consulter sa base pour signer ou ne pas signer le document, je pense que c'est une perte de temps qui ne va nous avancer à rien. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit, le temps joue contre nous et la coordination des mouvements armés n'a pas le choix. Son choix, c'est d'aller vers la paix. Le choix, c'est d'aller vers la voie de la paix que le Mali a emprunté, le gouvernement malien a emprunté. Et cette pression de la communauté internationale qui est là doit dire au MNLA et consorts qu'ils doivent aller vers la paix. Alors, la réunion a pour but de consulter la base. La base, dites-nous, est-ce que vous avez une idée de ce qui constitue cette base? Cette base, en tout cas, c'est la population, surtout de Kidal. Si aujourd'hui tu vas à Gao, on va te dire qu'il faut qu'on signe le document. Si tu vas, par exemple, à Tombouctou, c'est la même chose. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est Kidal. Or, Kidal ne représente pas le nord du Mali. Et cette base qui est là, vous avez vu le premier jour où la coordination des mouvements armés devait faire quand même sa réunion pour décider si quand même elle devait signer ou pas le document. Ce jour, il y a eu une marche. Et cette marche, je pense que la coordination est derrière cette marche. Parce que ce n'est pas un hasard quand même que le jour où la coordination doit rencontrer les chefs traditionnels et autres pour décider de paraffer ou non les documents. Et c'est ce même jour qu'il y a une marche pour dire non à ces documents-là. Moi, je pense que le MNLA n'a pas d'autre choix que de signer ces documents. Et Kidal ne représente pas le nord du Mali. Tombouctou est là, Gao est là. Donc, Kidal ne représente pas le nord du Mali. Alors, Bertin Dakuo d'Info Matin, la rencontre de Kidal, c'est un événement important selon vous? Bon, bonsoir aux auditeurs d'abord. Moi, je pense que la rencontre de Kidal
en réalité, c'est des dilatoires. Parce qu'officiellement, les rebelles séparatistes, je les appelle comme ça, ont décidé de ne pas signer les préaccords à Alger. Officiellement, ils entendaient aller consulter leurs bases. Mais en fait, des bases, de qui il s'agissait? La base, normalement, ce sont les populations qui vous représentez. Mais on a vu dans les faits que la base, c'était des chefs traditionnels et autres leaders complices de ces rebelles séparatistes. On connaît un peu la configuration de la situation. Excusez-moi, la société civile y était représentée, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais dans les faits, la société civile, c'est qui? On a vu cette société civile qui est allée à Alger lors des précédentes négociations. C'est une société civile qui était membre du MNLA. Ça s'appelle pas une société civile. Quand le MNLA, un chef du MNLA amène sa femme ou bien sa copine à Alger, cette femme ou cette copine-là, même si elle porte le manteau de la société civile, mais elle est du MNLA. Donc elle ne représente pas le MNLA. Donc en fait, de base, c'est quelques chefs traditionnels, quelques leaders. Vous voyez, il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Les chefs du HUA, Al-Gabas, a son frère qui est Amenokal, qui est aussi un ancien de ces groupes-là. Vous imaginez que son frère Amenokal aujourd'hui, qui est chef, leader de la communauté des Ifougas, est distinct de son jeune frère? Non, je suis désolé qu'on se dise la vérité. Ils sont venus, ils disent que les populations sont contre l'accord, que les populations ont manifesté. J'ai deux remarques à faire à ce niveau. D'abord, les populations ne peuvent pas être contre l'accord. Parce que quand ces gens-là ont pris les armes, ils n'ont pas demandé l'avis des populations. Quand ces gens-là sont allés à Alger, ils n'ont pas demandé l'avis des populations. Ces gens-là n'ont aucun mandat électif. Légitimement, ils ne représentent aucune population de Kidal, à plus forte raison des Gao et des Tombouctou. Ils n'ont aucune légitimité. Et deuxième chose que je voudrais dire, ces gens-là peuvent nous dire, ces rebelles séparatistes, que les populations peuvent peser sur leurs décisions. Non, je suis désolé. Qui à Kidal peut s'opposer aujourd'hui au MNLA qui est armé? Le MNLA en impose à tout le monde. C'est un groupe qui est armé. C'est un groupe qui est allé jusqu'à percevoir des impôts à titre de l'effort de guerre. Vous pensez que quelqu'un va s'opposer à MNLA? On a vu en juin 2013, quand ils ont chassé les Noirs de Kidal, les populations du sud de Kidal, c'était qui? Vous pensez qu'on peut s'opposer à une telle force? Non. Vraiment, c'est de la distraction. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent cette comédie et qu'on avance. Alors, cette consultation au sujet du préaccord d'Alger, comment la voyez-vous, Hassan Koné? La consultation de Kidal, écoutez, il faut qu'on soit clair. Cette consultation, moi, je pense que c'est une manière pour les groupes armés de légitimer leur combat. Et après tout le processus, il donne l'impression que c'est le peuple de l'Azawad qui va les mandater pour signer ou de ne pas signer un document. Ils sont dans une démarche de légitimation. Et en même temps, pourquoi Kidal? C'est une démarche bien faite pour mettre dans l'idée de chacun que Kidal est la capitale de cet état chimérique qu'ils appellent Azawad. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Azawad, c'est quoi? C'est où? C'est quoi? Quand ils disent qu'ils vont consulter la base, ils se réunissent à Kidal, je doute fort que les populations sédentaires de Gao, les populations sédentaires de Tombouctou, enfin des régions de Gao, des régions de Tombouctou, et même une bonne partie de Kidal, soient présentes à cette réunion de Kidal. Je doute fort. Donc c'est évident que c'est dans une démarche bien précise que cette rencontre est organisée. Parce qu'à lire l'accord de près, et je ne vois même pas pour quelles raisons ces groupes rebelles ont refusé de signer ce document. Parce que ce document est à leur avantage. Et moi, je pense que c'est plutôt une comédie. C'est-à-dire, s'ils signaient l'accord en même temps que la partie malienne, et c'est clair qu'il allait avoir des mouvements de foule dans le sud du pays pour contester le document. Mais aujourd'hui, en refusant de signer un document, parce que vous constatez, l'État s'est empressé là, et l'État a signé le document.
Maintenant, les groupes rebelles nous donnent l'impression qu'ils ne sont pas d'accord avec le contenu du document, mais en réalité, ils sont bien d'accord avec le contenu du document. C'est une démarche pour taper sur la psychologie de la population et après, ils vont venir signer le document. À un moment donné, on va nous donner l'impression que si on ne signe pas ce document, le pays va aller en feu et en sang. Et on crée une psychose et ils vont revenir, ils vont signer le document dans l'espoir que les gens vont accepter le document comme tel. Sinon, le document leur est bien favorable, je ne sais pas pourquoi ils refusent de le signer. Vous excluez qu'il y ait, par exemple, une forme de pression au sein du groupe de la part de tel ou tel autre groupe. C'est exclu, cette éventualité? Pression dans les différents groupes mouvements par rapport à la signature du document? Oh, oui. Non, mais tu sais que depuis le début de la crise, c'est la communauté internationale, ou du moins qui a fait semblant de refuser de voir clair dans cette affaire. Moi, je suis convaincu jusqu'à preuve du contraire qu'il n'y a aucune différence entre le MLA, le HQA, ACMI, Ansardine. C'est des jeux de rôle. C'est des jeux de rôle. Et comme la communauté internationale, on la connaît, et elle aime jouer au dilatoire, elle a donné l'impression par moment qu'il y a certains parmi ces groupes-là avec lesquels on pouvait discuter et il y a certains avec lesquels on ne peut pas discuter. Mais aujourd'hui, la preuve est là, la communauté internationale discute avec tous ces groupes-là. Question maintenant au directeur de la radio, Djamana de Tombouctou Aladi. Vous pensez vous aussi qu'il n'y a pas de différence entre le MLA et les groupes que vient de citer votre collègue, à savoir HCA et MAA? Alors, le ministre des Affaires étrangères quand même l'a dit, si le MNLA veut se distinguer quand même des groupes terroristes, la coordination des mouvements armés, cette coordination doit signer les documents, sinon elle sera quand même assimilée au groupe terroriste. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la terreur dans tous les nord du Mali. À Tombouctou, par exemple, on ne peut pas faire une semaine sans qu'il n'y ait des enlèvements de véhicules. Il n'y a même pas 2 jours. 2 véhicules ont été enlevés sur la route de Goundam. Et sur cette même route, chaque semaine, il y a des enlèvements de véhicules. Et ces véhicules-là qu'on enlève, si on ne trouve pas les véhicules en entier à Ber, on retrouve une partie de ces véhicules dans cette même localité. Et aujourd'hui, ce sont les populations du Nord qui sont en train d'en souffrir. Et ces populations ne réclament rien d'autre que le développement. Ces populations ne réclament pas l'indépendance. Ces populations ne veulent pas se détacher du Mali. Alors, comme les confrères l'ont dit, pourquoi jouer à cette comédie? Après 7-8 mois de négociations, aujourd'hui, on est prêt à aller vers la paix, vers une paix définitive. Et aujourd'hui, on nous parle de consulter la base. Le jour où on a pris les armes, on n'a pas consulté la base. Le jour où on est parti à Alger, on n'a pas consulté la base. On est censé parler au nom de cette base. Et si on est censé parler au nom de cette base à Alger, il fallait signer le document d'emblée à Alger. Donc moi, je pense que franchement, c'est de la comédie. Et en parlant de pression aussi entre les groupes armés même ne parviennent pas à se comprendre. C'est pour cela que chaque fois, il y a des dissidences au sein même de ces groupes. Il y en a qui veulent qu'on signe d'emblée le document et d'autres ne veulent pas que ce document-là soit signé. Et un autre piège aussi, ce document, on doit faire très très attention à ces documents, surtout au terme de fédéralisme dont on parle. Quelque chose d'autre peut se cacher derrière ce fédéralisme. C'est quoi? C'est que ce fédéralisme, une fois qu'on accepte le fédéralisme, c'est pour encore préparer une autre indépendance, c'est pour préparer une autre autonomie. Et en donnant cette autonomie à ces groupes armés, c'est pour préparer une autre armée qui, il faut le dire, va faire face à notre armée. C'est ça en fait leur idée. L'idée d'indépendance, l'idée de fédéralisme, l'idée d'autonomie, c'est pour avoir une armée pour pouvoir faire face à notre armée. Et si jamais le Mali accepte cette notion de fédéralisme, au cas où le MNLA, au cas où la coordination des mouvements armés refuse de parapher ce document, si on revient au fédéralisme ou à l'autonomie, c'est franchement un piège. Studio Tamani, 18h30. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Pour ceux qui viennent donc de nous capter, je rappelle que le forum de la presse de ce vendredi a réuni 3 journalistes. Il s'agit de Bertin Dakouo d'Info Matin, Hassan Kone de Notre Nation.com et le directeur de la radio Djamana de Tombouctou, Al-Hussein Aladi. Nous allons aborder 3 sujets. Le premier, c'est bien sûr la rencontre de Kidal sur le préaccord d'Alger. Alors, question maintenant à Bertin Dakouo. Dites-nous, est-ce qu'on peut parler quand même de collaboration entre le MNLA et ses alliés et le groupe terroriste? Merci pour la question. En fait, je ne dirais pas que c'est une question de collaboration. Comme mon confrère le disait, Hassan, c'est une question de jeu de rôle. Ces gens-là, MNLA, HUA, MAA, sont les mêmes. C'est tous des groupes terroristes. On entend par terroristes des gens qui font passer leurs idées par la terreur. Les gens qui prennent les armes pour faire passer leurs idées ne sont que des terroristes. Il se trouve qu'ils sont doublés de djihadistes. Le HIA n'est rien d'autre qu'un mouvement djihadiste. C'est le HIA qui a demandé à Alger qu'on enlève la notion de laïcité du document d'accord qui avait été proposé. Or, si on voit l'évolution de la chose, vous voyez, au début, il y a une puissance amie du MNLA qui disait que le MNLA est un mouvement laïque. On l'a dit et répété. Question de faire une démarcation coûte que coûte avec les autres mouvements. Quand on tient coûte que coûte à faire cette démarcation, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Cette puissance-là a conscience qu'à quelque part, le MNLA ne diffère en rien du HUA et du MAA. Deuxième affirmation, on va nous servir que le MNLA est notre ami. Propos de cette même puissance. Le MNLA est notre ami. Question encore de démarquer le MNLA des deux autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le MNLA, le HUA, qui est djihadiste de notoriété publique, les MAA, djihadistes, se retrouvent au sein d'une coordination qui s'assoit à la table des négociations. Ça ne heurte aucune sensibilité. On trouve ça normal. Ces trois-là, c'est un système de vases communicants. Ils ont des appellations différentes, mais c'est les mêmes. C'est du pareil au même. Ça nous connaît? Oui, moi je voulais faire remarquer une incohérence quant à la réunion de Kidal. Et il est clair que ces mouvements, que certains appellent groupes armés, et qui ont décidé, parce qu'ils veulent la partition du Mali. Et si on se souvient, ils placent la limite de leur nouvel État jusqu'à la lisière de la région de Mopti. Mais si vous êtes convaincu que l'Azawad se tend jusqu'à la lisière de Mopti, il aurait été intéressant, quand il parle de la notion de consultation de la base, qu'il organise une tournée dans tous les cercles des 3 régions. Vous voulez dire que dans ces cas, la base devrait aller de Kidal jusqu'à Mopti? À la lisière de Mopti. Il devait descendre et consulter, faire des réunions de consultation, une tournée de consultation, et non aller s'asseoir à Kidal et inviter quelques individus qu'ils ont triés sur le volet et qui représentent une base. Quelle légitimité ces gens qui sont à cette région-là, à cette réunion-là ont par rapport à la grande population qui est encore dans les confins du pays. Et puis nous donner l'impression que le nord du Mali, c'est seulement une petite minorité touareg et arabe, pose énormément de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de cette grande majorité Sonrai, Peul et ce qu'on appelle communément Bella, qui sont plus majoritaires, plus nombreux dans cette zone que cela revendique comme Azawad, ou bien la communauté internationale qui se bat contre l'esclavage depuis de nombreuses années, veulent créer un État esclavagiste au nord du Mali. Parce que la démarche, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est ce qu'on constate. Ils veulent donner une certaine hégémonie à une minorité touareg sur une majorité noire. Donc le débat est foncièrement raciste. Nous avons abordé la question, un éventuel lien entre les mouvements armés, disons les terroristes. La question nous l'avons abordée. Je voudrais vous faire remarquer que récemment, dans ce même studio, nous avons quand même eu au téléphone un responsable de la coordination qui excluait toute collaboration avec des terroristes et qui disait même déterminés à les combattre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est ce que je disais au début. Si la coordination veut quand même se démarquer, se distinguer quand même des groupes terroristes, la coordination doit
signer le document. La coordination doit montrer à toute la communauté internationale qu'elle veut aller vers la paix. Mais en jouant à quand même cette comédie, elle va perdre sa crédibilité. Elle va perdre sa crédibilité. Le gouvernement malien a signé, les mouvements de la plateforme ont signé. Aujourd'hui, le seul obstacle à cet accord, c'est la coordination. Et on fait des concessions. Chacun, de son côté, quand même, a fait des concessions. Et aujourd'hui, la coordination ne veut pas faire cette concession. La coordination est attachée, il faut le dire, à cette notion d'indépendance, prétextant quand même qu'elle va consulter la base. Moi, je pense que ce n'est pas une consultation, c'est juste pour faire perdre à la communauté internationale au Mali le temps d'aller quand même vers la paix. Depuis le 1er mars, la communauté internationale, le gouvernement malien, les mouvements de la plateforme quand même ont paraphé le document. Aujourd'hui, nous sommes le 13. 2 semaines, on n'a perdu que de temps. Je crois que la rencontre de Kidal n'est pas encore terminée. Je voudrais vous demander, les dernières nouvelles en promenade de Kidal, est-ce qu'elles sont bonnes? Vous savez quelque chose, ce qui s'est passé, que c'est dit là-bas, Bertrand Dahou? Bon, franchement, je n'ai pas de retour par rapport à ce qui s'est passé à Kidal. Je savais simplement qu'ils devaient se réunir et que des populations qui sont instrumentalisées sont sorties pour manifester, obéissant à des ordres, à des injonctions. Bon, je ne sais pas ceux qui vont arrêter. Tout ce que je sais, c'est qu'ils peuvent jouer leur comédie, mais qu'ils finiront par signer cet accord-là. Parce que franchement, ce n'est pas facultatif. On entendait pas plus tard que ce matin un porte-parole quand même de la coordination qui déclarait que les jeunes de Kidal veulent un état de proximité. Vous comprenez cela? Un état de proximité, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un état qui a sa constitution. L'état malien est un état républicain. Il n'y a pas de sous-état au Mali. C'est pourquoi je n'ai jamais accepté et je n'accepterai jamais qu'on nous parle de l'état central. Quand on vous parle de l'état central, et nous-mêmes nous mettons à répéter ça comme, excusez-moi du terme, des moutons de panurge, mais l'état central, ça suppose qu'il y a un autre état. Depuis des années, ils nous parlent d'état central et finalement, ils nous inculquent ça. Nous finissons par accepter ça dans notre subconscient qu'il y a un état central, qui est l'état de Bamako. Ça veut dire quelque part, ils préparent leur état, c'est l'état de l'Azawad. Et nous sommes psychologiquement préparés à accepter qu'il y ait un autre état. Il n'y a pas d'état de proximité, il y a un état, il y a un état. Il n'y a même pas d'état central. L'état malien, c'est l'état malien. Et ils sont en République du Mali, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, la position de la coordination semble poser problème. On donne l'impression de ne pas rejeter l'accord. On ne semble non plus pas vouloir la signer. On entend des membres du MNLA dire, par exemple, qu'ils ne veulent pas que le processus en cours s'arrête. Comment finalement vous comprenez toute cette position, une telle position? En tout cas, un porte-parole quand même de la coordination. Al-Hussein Al-Hadji Touré, donc de la radio Djamanawi. C'est Al-Hussein Al-Hadji Adjaoui, c'est pas Touré. Al-Hadji, oui. Voilà. Alors, un porte-parole de la coordination affirmait hier sur les ondes même du studio Tamani qu'ils subissent 2 pressions, celle de la communauté internationale et celle de la base. Et maintenant, c'est en consultant cette base-là qu'ils doivent décider quoi faire. En tout cas, on attend quand même la réunion, c'est demain. On attend ce qui va ressortir quand même de cette réunion pour voir si le MNLA et consorts quand même veulent quand même se montrer confiants, veulent se montrer crédibles, en tout cas à l'égard de la communauté internationale. Alors, s'il arrivait que le MNLA et ses alliés ne signent pas ce document, quelles en pourraient être les conséquences? Hassan Koné de la nation.com. Mais si la communauté internationale est conséquente avec elle-même, il est clair que l'État malien, bien vrai que nous ne soyons pas d'accord avec le contenu de ce document, ait déjà joué sa partition. Donc si le MLA refuse de signer ce document, il est clair que la communauté internationale, si elle est conséquente avec elle-même, elle doit s'assumer et prendre toutes ses responsabilités. Parce que c'est là, tout le monde, ce document, en l'état actuel, tout le monde sait que ce document a été imposé au Mali. Et le Mali a signé.
Et si le MLA et les groupes armés continuent à refuser de signer, il va falloir que la communauté internationale joue pleinement son rôle. Parce que cet accord, je le dis, personnellement, je ne crois pas que ce soit un accord de paix. Cet accord ne peut pas nous conduire à une paix parce que cet accord a des dispositions qui ne seront jamais applicables au Mali. L'État va peut-être signer ce document, l'État ne pourra pas appliquer. C'est-à-dire que c'est un lit qui est tout fait pour l'indépendance de cette zone un jour. Parce que la communauté internationale prendra un jour comme prétexte. Vous avez apposé votre signature sur un document que vous n'arrivez pas à appliquer. Donnez l'indépendance à ces gens-là. Voilà le jeu dans lequel on a placé l'État malien. En cas de refus de la part donc, de la coordination des mouvements armés, que peut-on prévoir comme réaction de l'État malien et de la communauté internationale? La question, je la pose à Bertin Dacour d'Infomatin. Merci. Vous savez, le document qui a été signé, c'est un document qui devait mettre la forme juridique au pré-accord. Donc c'est un document qui a déjà une forme juridique. Si jamais il refuse de signer, ça remet en cause les documents. Du coup, l'État malien a la possibilité de revenir sur ses engagements. On sait très bien que l'État malien a signé des choses au forceps. Donc si jamais il refuse de signer, c'est un ouf de soulagement pour l'État malien, qui désormais pourrait retirer les points qui étaient acquis. Donc ça, ce n'est pas à l'avantage des rebelles. Et deuxième chose, je vais revenir sur ce que disait Hassan. Vous savez, les Nations Unies, fondamentalement, ont une mission de maintien de la paix, ou besoin d'imposition de la paix. Les Nations Unies ne peuvent pas être au Mali, accompagner tous les processus, imposer ces dialogues, parce que pratiquement ça a été imposé, et qu'un groupe rebelle refuse de signer cet accord. Il faut qu'il s'assume en ce moment-là. Voilà. Al-Seni Aladji de Radio Djamana, vous pensez qu'il y a des points dans ce document que l'État a signé contre son gré, il les a acceptés contre son gré, vous pensez? Oui, il faut le dire, un moment, le gouvernement affirmait qu'il n'y aura pas d'intégration des combattants des mouvements armés. Aujourd'hui, dans ce document, on voit clairement qu'il y a intégration quand même des combattants. Mais je crois qu'on fait allusion à des critères qui doivent être fixés. Oui, et même si ces critères sont fixés, on parlait de la non-intégration de ces combattants. Mais aujourd'hui, on dit que c'est à travers des critères qui vont quand même les intégrer. Donc le gouvernement malien a fait beaucoup de concessions. Et ces concessions aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de parties du Nord où l'armée malienne ne peut pas, ou ne peut pas aller, mais l'armée malienne semble-t-il avoir les mains liées. Par exemple, à Agouni, à 35 km de Tombouctou, Ber à 60 km de Tombouctou, l'armée malienne ne peut pas aller au nom du cessez-le-feu, au nom du respect du cessez-le-feu. Donc, le Mali a fait des concessions. Et pourquoi les mouvements armés ne font pas de concessions? Et ces mouvements armés, on le dit, ne constituent qu'une minorité. Et si aujourd'hui ces mouvements refusent de signer cet accord, ces mouvements vont perdre leur crédibilité à l'égard même de la communauté internationale, quand même, qui leur a tendu la main. Et aujourd'hui, s'ils refusent, c'est eux qui vont en subir quand même les conséquences. Hassan Kone. Bon, écoutez, cet accord pose énormément de problèmes. Et on nous a donné l'impression, tu sais, cet accord nous parle de plus en plus de régionalisation, mais on va au-delà. Quand, par exemple, le président, je ne sais plus trop bien, le président de l'Assemblée régionale sera élu au suffrage universel par les ressortissants de cette région. C'est-à-dire qu'on est carrément dans des micro-États qui vont exister au Mali. C'est-à-dire j'ai vraiment peur à l'application de ce document-là que l'État de la République du Mali ne disparaisse. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des velléités séparatistes un peu partout en Afrique. Donc le Mali étant très vaste, lorsqu'on va décider un jour que Kidal aura son assemblée, et on va loin, on leur donne même la possibilité d'installer des polices régionales. Une police régionale dans cette partie de Kidal sera une police régionale islamique. Il est clair. Donc il y a un véritable problème. Une république a des principes. Et il faut qu'on respecte ces principes-là jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où les gens, la mentalité, où le niveau de la population puisse accepter certaines évolutions. Les Occidentaux nous imposent des choses qui ne peuvent pas marcher en réalité. Et je suis convaincu que soit l'État malien va devenir une pagaille en réalité. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une
réaction, un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous allons parler d'un événement qui a particulièrement retenu l'attention au Mali ces derniers jours. C'est l'attentat perpétré dans la nuit du vendredi au samedi dernier par des terroristes contre La Terrasse, un restaurant. Le bilan, on le connaît tous. Cela ne s'est jamais passé à Bamako. Pourquoi cela arrive précisément maintenant? Je pose la question à Bertin Dakou d'Infomatin. Bon, je crois que la coïncidence est un peu troublante. Quoique, de façon générale, c'est une tendance qui est présente un peu partout. On a vu ce qui s'est passé en France, un pays quand même qui avait son plan Vigipirate. Nonobstant ces dispositifs-là, bon, il y a quand même eu quelqu'un qui allait tuer un journaliste. Bon, en ce qui nous concerne, je crois qu'on est un peu pris de court, en tout cas en ce qui est de la population. Je m'imagine que les services de sécurité, qui sont des professionnels, ont dû tenter d'anticiper. Mais ce qui est arrivé nous a vraiment pris de court. Et je pense que ça va être un déclic pour qu'on redouble de vigilance. Parce que les actes terroristes peuvent survenir partout et à tout moment. Personne n'est plus à l'abri de ça. Ce n'est pas seulement au Mali, mais vraiment partout. Aloussine Aladi. En tout cas, c'est vrai quand même, on ne peut pas mettre derrière chaque Malien un policier pour le surveiller. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même une faille de sécurité à Bamako. Aujourd'hui, un motocycliste brûle le feu, ou en tout cas brûle le feu. Ce que le policier cherche à faire, c'est lui demander les 1000 francs. Il ne cherche pas à savoir qui il est. Hier, j'étais dans la circulation. Le policier avait sifflé un monsieur qui, semble-t-il, a brûlé le feu. Mais lorsque le policier a sifflé, le monsieur n'a pas voulu s'arrêter. Et le policier lui fait face. Il a forcé pour passer. Il y avait 2 policiers devant, ils n'ont pas poursuivi le monsieur. Mais ça, qui vous dit que le monsieur n'est pas un bandit? Qui vous dit que le monsieur n'est pas en train de préparer quelque chose? Il est reparti sans être inquiété? Sans être inquiété, alors qu'il y avait 2 policiers quand même à côté qui pouvaient poursuivre quand même le monsieur qui a forcé. Il était devant le policier. Donc je pense que c'est vraiment une faille de sécurité. Et aujourd'hui, on ne cherche à contrôler personne. Si par exemple on prend ceux qui viennent d'ailleurs, si tu prends la route Tombouctou, Douanza jusqu'à Mopti, c'est vrai, on ne peut pas tout contrôler. Mais le minimum de contrôle, on doit quand même le faire. Mais on ne le fait pas. On va, si quelqu'un a une carte d'identité, on va juste la carte d'identité, on ne cherche pas à voir qui il est, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait. On va ici, la personne présente juste une carte d'identité. Bon, on ne cherche même pas à voir son nom, on le laisse passer. Je pense que ça, on doit revoir les choses pour vraiment ne pas sombrer vraiment dans le chaos. Et l'attentat au niveau de La Terrasse, je le dis, c'est vraiment une faille de sécurité. Et un attentat à Bamako, à ce moment précis, Hassan Koné de la Nation.com, vous trouvez cela troublant vous aussi? Bon, c'est troublant. Cet attentat est troublant parce que c'est au moment où on sort des négociations d'Alger qu'il y a un acte comme ça qui se passe à Bamako. Moi, je me pose des questions. Et lorsque cet attentat se passait, je me trouvais dans un pays limitrophe, on était dans un débat et je disais qu'il est clair que pour que la paix revienne au Mali, il va falloir beaucoup de temps. Même si les Maliens, c'est-à-dire les Maliens du Sud et les quelques Tamasheks rebelles du Nord arrivaient à parvenir à un accord de paix pour que la paix soit stabilisée, et vu qu'un dispositif impressionnant a été déployé sur le Mali, il va falloir se poser des questions. Moi, cet attentat, je me pose des questions et je suis sûr que ça ne me surprend pas personnellement. Il fallait s'y attendre. Et ce n'est pas évident que nous soyons à l'abri de tels actes dans l'avenir. C'est un attentat qui a sans doute eu un impact sur l'opinion nationale? Oui, l'opinion nationale, aujourd'hui, tout le monde a peur à Bamako en réalité parce que ça veut dire que personne n'est à l'abri. Bien vrai que les Maliens savaient qu'ils n'étaient pas en sécurité, mais tous les Maliens pensaient que ça n'allait jamais arriver. Mais là, c'est arrivé
et on ne voit pas qui peut nous sécuriser. Mais C'est ça qui fait beaucoup plus peur. Les autorités ont appelé à la vigilance tout en rassurant, M. Kony. Ils appellent à la vigilance en rassurant, mais je ne suis pas rassuré. Parce que celui qui est chargé de ma sécurité est plutôt préoccupé à prendre les 1000 francs comme l'autre le dit. Montre-moi ce Malien qui est chargé de la sécurité dans ce pays-là qui ne va pas prendre de l'argent. Il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Pour lutter d'abord contre des mouvements terroristes, il faut se mettre à l'abri de... Vraiment, on est pénétré, on est influencé par le gain facile. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Je suis convaincu que même si on positionne un agent de sécurité et qu'il soit un vigile, qu'il soit au service de l'État, à un poste stratégique, chacun a son prix. Alors, une enquête a été ouverte, on peut même parler d'enquête au pluriel car la France a décidé elle aussi d'en mener une. Alors, comment évoluent-elles ces enquêtes? Je pose la question à Bertin Dacour d'Informatia. Bon, j'ai eu connaissance de l'ouverture d'une enquête hier en ce qui est du cas du Mali. Bon, la France avait déjà annoncé. Bon, vous savez, en la matière, ils sont très discrets. Il faut que ça évolue jusqu'à un certain niveau pour qu'ils commencent à parler. Donc, je ne peux pas dire à l'état actuel des enquêtes que c'est à tel ou tel niveau. Mais vous avez tous appris sans doute la nouvelle, un des auteurs présumés qui aurait été abattu aujourd'hui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est déjà un pas. Comme disait mon confrère, à Bamako, nous avons peur. Mais je crois qu'à Bamako aussi, cet acte peut rassurer. Ça veut dire qu'après l'attentat, on n'a pas baissé les bras. C'est ce que je disais au début. Il faut qu'on redouble de vigilance, que ça serve de déclic. La population, de façon générale, pensait qu'on n'était pas en sécurité, mais on ne savait pas que ça allait nous arriver. Et c'est arrivé. Lui, mon confrère parlait des failles dans le système sécuritaire. Mais si les forces de sécurité arrivent déjà en quelques jours à identifier, à localiser un des terroristes et à l'abattre, je pense que c'est déjà quelque part rassurant. Maintenant, il revient à la population de contribuer à l'arrestation ou à la neutralisation, comme disent les militaires, des autres terroristes. Alors, un des terroristes présumés abattus est terminé, donc c'est la preuve quand même que les choses bougent. Les choses bougent, mais moi je pense qu'il faut surtout la collaboration de la population. Parce qu'on sait qu'au Mali, on aime trop se taire sur les choses, craignant quand même qu'on ne nous fasse du mal. Il faut que cette population collabore pour aider les enquêteurs à identifier ces individus qui peuvent s'aimer la terreur à Bamako. Aujourd'hui, vous voyez, dans tous les bars, la même nuit, moi j'étais à un concert, au même moment où l'attentat, en tout cas la fusillade s'est produite, le même moment, tous les restaurants, tous les bars de Bamako ont appris la nouvelle et c'était la panique générale à Bamako. Donc moi je pense qu'il faut vraiment la collaboration de la population et les choses commencent à bouger, d'autant plus qu'aujourd'hui on a quand même abattu un suspect. Mais ce suspect peut-être pour moi, c'est vrai il n'a pas voulu se rendre donc on l'a abattu. Mais si on l'avait pris vivant, peut-être qu'on aurait pu savoir qui sont ces individus qui sont derrière cet attentat ou cette fusillade. Parce que déjà, la branche islamiste Al-Mourabitoun a revendiqué cet attentat. Moi, je doute un peu de cela. Pourquoi? Parce que je pense que ce mouvement n'a rien à perdre. En tout compte fait, ils savent qu'ils sont recherchés, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Autant revendiquer cet attentat. Donc moi je pense qu'il faut quand même attendre d'abord la fin de cette enquête ouverte pour voir les choses claires. Mais moi je doute un peu que cela soit... Je pense plutôt à un règlement de compte. Ça n'engage que moi. Oui, je voulais juste apporter une précision. En fait, la première précision que je voudrais apporter, c'est que ce n'est pas un suspect parce que comme il disait, le numéro 2 des services de renseignement disait que le monsieur abattu correspondait exactement au porteur robot qu'ils avaient. Donc c'est exactement un des hommes qui recherchait qui a été abattu. Deuxième chose, on ne pouvait pas l'appréhender parce qu'il avait piégé sa porte avec une grenade. Donc c'était impossible. La preuve, c'est que des forces de sécurité ont été blessées
lors de l'assaut. Ceux qui ont mené l'opération n'avaient même pas le choix. Ils n'avaient même pas le choix. Ils étaient obligés d'attaquer et de la manière la plus forte possible. Hassan, en quelques mots, dites, quel peut être le rôle de la population dans la lutte contre les terroristes qui ont mené cette opération et d'autres qui peut-être, on ne sait pas? Non, le rôle de la population est essentiel, hein, c'est la vigilance. C'est la vigilance. Il faut que la population... Bon, et ça c'est clair, hein, actuellement tout le monde est menacé, donc je ne vois pas un élément de la population qui ne va pas collaborer. Quand il faut accepter, c'est-à-dire qu'il faut que l'État prenne des dispositions dans les lieux de rassemblement public comme un dispositif de fouille et que la population accepte de se soumettre d'abord à ces différentes fouilles. Parce que c'est pour la sécurité collective. C'est pour leur propre sécurité. C'est pour la sécurité collective. Il faut aussi que les agents de sécurité et même des éléments de la population comprennent que l'argent, effectivement, est très important, mais l'argent n'est pas meilleur que tout. Parce que moi, j'ai énormément peur de l'influence de l'argent dans ce dispositif. Tout ce que le Mali est en train de vivre aujourd'hui, si on enlève la part de la corruption dedans, on verra qu'il n'y a rien. La corruption, le dispositif, tous les dispositifs que l'État malien met en place sont des dispositifs qui finissent par être corrompus. Un tour de table en 3 minutes, ce n'est pas forcément facile, mais c'est ce que nous allons tenter en disant un mot quand même d'une compétition. On s'éloigne du sujet déjà abordé. Et on parle de la CAN junior qui se déroule à Dakar. Les juniors maliens sont là-bas, les échelonnés, et vous suivez certainement leurs prestations, 2 matchs, 2 victoires, d'une double qualification. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Dako? Vraiment, je dirais félicitations aux jeunes. Ils nous ont fait plaisir, ils nous ont fait peur. Parce que toutes les victoires ont été obtenues vraiment à l'arraché, de façon très difficile. L'essentiel, c'est les résultats. Ils ont obtenu les résultats, ils ont les 6 points, ils sont qualifiés en demi-finale. Tout ce que j'ai à dire, vraiment, c'est de continuer sur cette lancée et penser qu'aujourd'hui, le Mali a besoin d'être honoré sur le plan international. Leur victoire, c'est la victoire de tous les Mali. Leur victoire, ça va être l'honneur de tous les Mali. Leur victoire va laver l'affront que le Mali a subi pendant 3 ans. Qu'ils y pensent, ils sont jeunes, mais vraiment c'est très important pour nous. Hassan Koné, ça se passe bien pour l'instant pour les juniors à Dakar? Oui, bon, on ne fera que les accompagner avec nos vœux les meilleurs, hein, et on espère qu'au finish, ils se tireront d'affaire comme les cadets viennent de le faire du côté du Niger et ils reviendront avec le trophée au Mali. Nous le souhaitons, le sport malien en a besoin. Parce que depuis un certain temps, des efforts énormes sont fournis au niveau du football précisément et les résultats escomptés par le peuple n'arrivaient pas. Bon, avec les cadets, on a vu un peu quelque chose arriver. Si les juniors arrivaient aussi à avoir quelque chose, l'espoir est permis pour les aigles seniors dans quelques années. Alucine l'a dit. Moi, je pense que c'est une nouvelle génération de footballeurs quand même qui est en train de naître, surtout avec la victoire des cadets au Niger récemment. Et le Mali débute bien quand même avec 2 victoires et je pense que les jeunes sont motivés. Et si on laisse aussi les entraîneurs faire quand même leur travail, je pense que le Mali ira loin. Le Mali va remporter même la CAN senior. Voilà. Voilà, sur ce, s'achève cette émission, le forum de la presse de ce vendredi 13 mars 2015. Un forum auquel ont pris part Bertrand Dako d'Info Matin, Hassan Koné de notrenation.com et Alucine Aladi, directeur de la radio Djamana de Tombouctou. L'émission vous a été présentée par Seydou Foma à la mise en onde. Il y avait Salim Modjouara à la régie vidéo, nous dirons, et à la réalisation Ousmane Djadje Touré. Le prochain forum de la presse, c'est dans une semaine. Bon week-end, au revoir. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.